On est de retour pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Shai Mamou après un week-end où moi personnellement, Shai, tu vas me raconter ton week-end, mais moi j'ai fait une orgie de basket. J'ai vu quasiment la quasi-intégralité des matchs de playoffs dont on va pouvoir parler ce matin. C'était cool parce que les matchs commençaient tôt, donc tu pouvais étaler ça un petit peu dans ta journée. Shai, c'était comment toi ton week-end? Ah bah, c'était cool. Puis je suis un peu comme toi, j'ai vu, la quasi-intégralité de tous les matchs. Samedi, j'étais au Grand Rex, pour la soirée organisée par Trash Talk, la viewing party là, c'était cool. Donc Yes. j'ai raté le premier quart le seul truc que j'ai raté quasiment du week-end vraiment, c'était le premier quart-temps de Cleveland-Orlando, ce qui n'est pas grave du tout vu que c'était une purge où mon équipe, favorite a pas donné, le meilleur d'elle-même, on va dire, le meilleur visage, c'est pas très grave, mais sinon, ouais, j'ai vu aussi un peu tous les matchs. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, tous les gens que j'ai croisés là-bas et qui sont venus me saluer, au nom de enfin, me donner tous des compliments, au nom de pour toute l'équipe, pour Antoine, Théo, tout le monde. Merci beaucoup à vous. On a eu des retours sur le nouveau site, sur le CQFR et tout. Enfin, ça faisait vraiment, vraiment plaisir de croiser des gens, de mettre des visages sur certains noms aussi, de certains lighters. Et voilà, donc déjà, merci beaucoup pour ça. Et c'était effectivement un super week-end de basket. Ça y est, on est enfin dans le vif du sujet. Petite orgie de basket à des horaires assez appréciables. On va reprendre cher dans la tête cette nuit avec des horaires un peu moins appréciables, mais ouais, c'était cool. Mais tu sais qu'ils ont, je sais pas si vous l'avez entendu quand vous regardiez, mais ils ont même mentionné l'événement pendant le broadcast sur la télé, à la télé américaine, pendant le J'ai match pas des vu, ouais. Wolves. Ouais, pendant Ouais, le match Wolves contre les Suns, c'est Marc, j'oublie le nom de famille là du commentateur qui en a même ouais. parlé. Il a dit Le Grand Rex à Paris et tout, donc c'était assez Ah, marrant, c'est quoi. Mais marrant, ouais. effectivement, bel événement. Écoute. Je te propose, ce matin, ce qu'on vous propose, c'est voilà, on va revenir sur les 8 matchs de cette première journée de playoff parce qu'il y avait quand même pas mal d'enseignements. On va alterner d'une journée à l'autre, conférence Ouest, conférence Est. J'ai envie de commencer avec toi, Shai, sur le match Dallas Clippers. Ouais. Hier, voilà, c'était peut-être la série que j'attendais le plus, ou du moins une série que j'attendais le plus de voir. Et je Ouais. t'avoue que le scénario a pas du tout été celui que j'avais imaginé. Victoire des Clippers 109-97 sur leur terrain. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette domination? Je pense que le terme est pas trop fort de Los Angeles sur ce premier match. Bah, elle est étonnante cette domination parce que alors je fais partie des gens qui ont mis les Clippers gagnants dans la série, donc en soi une victoire des Clippers à la maison m'étonne pas plus que ça, mais c'était des Clippers sans Kawhi Leonard, c'était des Clippers face à des Mavs qui marchent sur l'eau depuis quelques semaines. La grosse surprise c'est qu'il n'y a pas quasiment pas eu de match quoi. La première mi-temps des Mavs elle est apocalyptique, vraiment on les a pas vus jouer comme ça depuis très très longtemps. Ils ont marqué 30 points en première mi-temps, deuxième quart-temps 8 points. Et 56 encaissés, ils ont essayé de faire un peu mieux, mais ils ont jamais vraiment réussi à gommer là, ce démarrage catastrophique. Et c'est plutôt le bon visage des Clippers que j'ai retenu, malgré l'absence de Kawhi. J'ai adoré tu vois, le pick and roll Harden-Zubac, c'était mortel parce que on a vu que c'était une conséquence de ce qu'ils ont travaillé tout au long de la saison, notamment sur la période post-trade de Harden, où alors, c'était un peu compliqué au début, mais on avait appris qu'Harden restait après tous les entraînements ou avant les entraînements, je sais plus, pour travailler le pick and roll avec tous les mecs de l'effectif. Là, la relation a été top. Harden a été excellent, vraiment. Je fais partie des gens qui le critiquent parfois un peu facilement ou qui. Je suis pas un énorme fan de James Harden, mais là, je l'ai trouvé excellent. Et donc, il n'y a pas que le bon visage des Clippers, évidemment, qu'il faut retenir, mais il y a aussi ce sale visage des Mavs qui ont été très décevants. C'est qu'un match, hein, on va pas tout de suite les enterrer, mais c'est pas les Mavs qu'on voulait voir, je pense. Ouais, bah moi j'ai eu le sentiment que Jason Kidd s'était fait totalement outcoacher par Ouais. Tyronn Lue dès la première seconde. Alors c'est intéressant, là aussi les commentateurs américains arrêtaient pas de répéter que le message de Tyronn Lue pour préparer ce match, ça avait été de dire aux Clippers de surtout pas simplement se dire qu'ils allaient pouvoir se mettre dans le bain progressivement, mais de sauter à la gorge des Mavs dès le début. Et c'est exactement Ah, c'est ce ce qu'ils qui ont a fait, été le ouais. cas. Et il y a eu quand même des choix de coaching assez forts, notamment tu parlais de Zubac. Au début de match, là, on lui donne tous les ballons en fait. On lui Mm. donne les ballons pour du jeu posté à l'intérieur. Ouais. Souvent on dit ouais, le jeu posté pour les grands ça n'existe plus. Bah là ça a bien existé et ça a tout de suite forcé les Mavs à être dans les rotations parce que Gafford a pris vite 2 fautes Mm. alors que c'est peut-être leur meilleur protecteur de cercle. Donc c'est les L'autre chose qui m'a étonné, c'est que les Clippers ont joué sur un rythme beaucoup plus soutenu que d'habitude. On sait que cette équipe souvent a joué en marchant et là ils ont tout de suite couru pour avoir des paniers faciles. Parce que défensivement, au bout du compte,
Dallas fait le job, hein, 109 points marqués par les Clippers, c'est pas honteux du tout. Par contre, ça a complètement sorti Dallas de son rythme. Ils ont très vite essayé de blitzer systématiquement Luka Doncic, que j'avais jamais vu aussi transparent sur une première mi-temps. Ah ouais, Au bout du compte, catastrophique. la Ouais, première mi-temps, c'est comme s'il était pas là, ouais, honnêtement. Il finit, bon, il met des points, mais c'était vraiment pas le bon Luka Doncic auquel qu'on est habitué à avoir joué. Et ils ont totalement sorti les Mavs de leur fond de jeu, en fait, j'ai trouvé. Et à l'inverse, il y a des choix, j'ai été hyper étonné, par exemple, que Josh Green ne rentre pas sur le ouais, terrain du côté de Dallas avant le quatrième quart-temps. Et dès qu'il est rentré, il a été bon. Il a volé exactement. des ballons, il a donné justement une capacité à courir devant, recevoir les balles. Enfin, je trouve qu'à lui seul, en fait, il a boosté le jeu des Mavs. Et malgré tout, dans la défaite de Dallas, j'ai trouvé que Kyrie avait vraiment été bon. Et Oui. là aussi, en fait, je me suis dit, mais en fait, faut jouer pour. Il y a un moment, ben, je pense qu'il fallait plus jouer pour lui, en fait. Et je pense que Luka a essayé de se rassurer, de se remettre dedans. Il a pris des tirs en première intention à des moments où Dallas était en train de revenir, tu sais, pour essayer de. Comme des fois, tu mets un 3. Ton équipe est en train de revenir un petit peu, de couper l'écart, tu remets un tir à 3 points et boum, ça peut inverser la Mm. tendance, sauf que ça a jamais marché, en fait. Tous ces Non. tirs qu'il essaie de prendre comme ça en rupture, ça rentrait pas dedans. Et ouais, enfin, domination impressionnante des Clippers sur ce premier match, notamment parce que c'était orchestré de main de maître. Et franchement, je continue de le dire, mais Tyronn Lue est vraiment l'un des meilleurs entraîneurs, je pense, pour s'adapter d'un match à l'autre ou d'une série à l'autre, trouver les bons ajustements. Et là, j'ai trouvé que c'était une masterclass de Tyronn Lue. Complètement d'accord. Et pour illustrer un peu ce que tu dis, on peut parler des stats rapidement, mais donc Zubac, 20 points, 15 rebonds. Quand même, donc il fait bien ce match d'intérieur, un match très très réussi à l'intérieur. Harden, c'est 28 points, 8 passes. J'ai bien aimé, ouais, de toute façon, depuis qu'il est aux Clippers, j'aime son impact en sortie de banc. Westbrook, il a aussi amené beaucoup de bonnes choses. Alors que 13 points, mais c'est déjà très bien. Et pour illustrer les difficultés des Mavs, Doncic, donc sur les stats, sur le papier, ça peut passer. 33 points, 13 rebonds, 6 passes pour le commun des mortels, c'est quand même plutôt bien, sauf que c'est à 11 sur 26 et avec les difficultés que tu as évoquées. Et à contrario, Kyrie, 31 points à 10 sur 18, notamment une belle deuxième mi-temps de sa part. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Tyronn Lue, on le dit souvent, je pense qu'il est un peu sous-coté sur cet aspect-là. Il est arrivé avec l'image un peu d'un player's coach, quoi, un ancien joueur. C'est l'image que j'ai de lui longtemps, honnêtement. Je Pareil, reconnais tout à fait, quoi. pareil. Puis il arrive, enfin, à Cleveland, il est mis en avant dans un contexte particulier où tu as l'impression que c'est à moitié LeBron le coach. Enfin, c'était le cliché à ce moment-là, et on a bien vu depuis qu'il est aux Clippers que c'est vraiment un vrai bon coach globalement et pas que sur son éloquence ou autre. Alors, faut voir s'il arrivera à poursuivre comme ça sur tout au long de la série, parce que là, c'est qu'une première manche, mais c'était très intéressant et ça fait partie des rares grosses surprises qu'il y a eu sur le week-end, parce qu'on en parlera, mais il y a eu que des victoires à domicile, donc une forme de logique respectée, mais celle-là, elle était quand même, je pense qu'elle a piqué un peu pour les Mavs qui vont être attendus au tournant maintenant. Ouais, c'est clair, on va passer sur un autre match, mais juste, j'avais pas du tout vu, tu vois, mais je me rends compte que Josh Mm. Green, il a le meilleur plus-minus Ouais. des Mavs avec plus 11. Voilà, mais ça sautait aux yeux, hein. S'il Allez, attend je le te propose. quatrième carton, s'il attend le quatrième carton pour le relancer, pour le mettre au prochain match, c'est une faute. C'est quasiment une faute Ouais, professionnelle vu ce qu'il a apporté là et la configuration de la série. Là, je pense que on doit voir Josh Green beaucoup plus tôt mais dans tu sais, 48 heures. tu sais qu'à tel point que pendant le match, je suis allé vérifier qu'il était pas blessé, que j'étais pas passé tu sais, Ouais. à côté de l'info. Tu vois, je cherchais l'injury Et report pour je voir t'ai s'il vu était pas sur. poster sur le site sur une des sessions sur Kawhi. J'ai vu que tu avais marqué. Ouais. Je comprends pas pourquoi Josh Green n'est pas encore là, mais t'avais raison. Allez, on va enchaîner sur l'autre belle victoire, celle de Milwaukee, privé de Giannis Ouais. Antetokounmpo pour on ne sait pas encore précisément combien de temps. Milwaukee qui a battu Indiana 109-94 avec une démonstration de Damian Lillard, voilà, qui a géré le match en patron. Shai, je crois que toi, tu étais devant ce match-là. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Ouais, l'entame canon des Bucks avec Damian Lillard qui n'avait pas joué un match de playoff depuis 3 ans. On sent que ça le démangeait et en fait tout son début de match, ça ressemblait à une fin de match de Prime Lillard, tu vois, quand il enchaîne les paniers, qui te met 25 points dans un carton. Il a tout fait en première mi-temps et le premier carton était vraiment de très très haut niveau de sa part. Il ratait rien, il mettait tout, c'était impressionnant et au final il a répondu à la question, est-ce qu'il est capable de guider, de mener l'équipe quand Yanis n'est pas là? Là, sur ce match-là, enfin, il a été assez parfait toute une mi-temps, 35 points en première mi-temps et il n'en a pas marqué en deuxième. Il a été agressif, adroit, il a profité des largesses de la défense des Pacers. Et donc là, ça, c'est pour la performance individuelle qui est quand même marquante.
où il a été très bon. Et même collectivement, c'était bien. Ils n'ont pas souffert du style de jeu très up-tempo quoi, des Pacers. Ils ont réussi à les limiter et une victoire assez convaincante, je trouve, de Milwaukee. Je m'attendais à les voir en difficulté. Je pensais voir des Pacers décomplexés et prêts à profiter de l'absence de Giannis, il était sur le banc en train d'encourager. Il faisait assistant coach comme à chaque fois qu'il est pas en situation. Mais je trouvais que c'était une bonne prestation de la part des Bucks. Middleton et Portis ont été bons aussi pour accompagner Lillard. Et ils ont pas vraiment été en difficulté. Ils ont laissé Siakam mettre 36 points et le reste, à Liberton a été assez facilement éteint, je trouve. 9 points, 8 passes, je crois. C'est ça, 9 C'est points, ça. 7 rebonds, 8 passes. Voilà, donc ils ont match assez parfait, je trouve, pour Milwaukee pour commencer. Il y a plus 29 à la mi-temps, donc le suspense était quand même assez limité. Et donc ça fait un 0 pour eux. Ouais, on en parlait un petit peu dans le CQFR de samedi, tous les deux, Shai, parce qu'il y a une question qui nous avait été posée à ce sujet, et Ouais. on avait dit il faut impérativement que Milwaukee mette son empreinte sur ce premier match, notamment défensivement. C'est exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont maintenu les Pacers en dessous des 40% de réussite sur le match, et même ils ont fini avec une petite passe décisive de plus qu'Indiana, et ça, je trouve que c'est assez parlant sur la manière dont ils ont pu vraiment contrôler, éteindre un petit peu le jeu de passe qui peut être... parfois, on avait dit il faut absolument pas que cette équipe d'Indiana puisse gagner en enthousiasme et jouer complètement libéré. C'est vraiment ce que Milwaukee a réussi sur ce premier match. Et puis Lillard qui a pu gérer simplement en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça, j'ai bien ça, enfin, c'est qu'un match encore une fois, mais ça a fait plaisir de le voir comme ça. C'est le Lillard de Portland un peu où tu sais que c'est lui qui a les clés du jeu et il a pris des tirs un peu difficiles, mais qui pour lui pour lui sont relativement simples. J'ai aimé la confiance qu'il a affichée et ça m'a un peu rassuré pour les Bucks pour la suite, parce que moi je les imaginais en difficulté assez rapidement dans la série, même s'ils finiraient par la gagner. C'est ce que j'entrevoyais. Là, c'est vraiment ils ont marqué leur territoire un peu et c'est une bonne chose pour eux. Ouais, bon match aussi de Pat Beverley, j'avais pas vu, j'ai pas vu ce match en entier, j'ai vu par morceaux, mais qui finit avec 5 points, 7 rebonds, 8 passes en 37 minutes, donc gros game de Pat Beverley. Ouais. Allez, je te propose qu'on repasse sur la conférence Ouest et qu'on revienne sur un match qui a eu lieu samedi. Là aussi, un match moi que j'attendais avec impatience. C'était le premier match de la série entre les Nuggets et les Lakers. Victoire de Denver 114-103 face à Los Angeles, mais une victoire qui n'a pas été si simple dans le sens où les Lakers ont longtemps été devant au score, avaient entamé le match même de manière assez dominatrice. Moi, j'ai trouvé ce match très intéressant. Shai, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise un petit peu dans ce game? Les Lakers ont plutôt bien tenu leur rang pendant une bonne partie du match. Ça m'a pas surpris outre mesure, hein. Ils sont quand même plutôt sur une bonne phase ces dernières semaines, donc c'est pas si étonnant. Et au final, on est quand même revenu. Il y a eu le retour à la normale avec les Nuggets qui ont réussi, peu importe, à accélérer au moment dans le troisième quart-temps avec un gros run. Je les ai quand même finalement trouvés assez en contrôle malgré la physionomie du match. Et je les ai pas sentis en panique. Ils ont accéléré quand ils ont voulu. Et les quelques difficultés défensives, difficultés ou limites défensives des Lakers face à une équipe de ce calibre, ça pardonne pas quand Denver choisit d'accélérer avec Jokic, avec Porter, avec Murray. Ça fait tout de suite des grosses différences. Donc, ce que je retiens, c'est que les Lakers ont pour l'instant pas les armes pour freiner les Nuggets, en tout cas sur les matchs à domicile. Même si ils n'ont pas du tout à rougir de la défaite, ça a juste confirmé pour moi que les Nuggets étaient quand même un cran au-dessus. Ouais, clairement, ce qui est impressionnant, en fait, moi je m'attendais à ce que le plan de jeu de Denver soit le même que l'an dernier face aux Lakers, c'est-à-dire à leur imposer tout de suite un rythme que les Lakers ne pourraient pas suivre, sachant que les matchs sont en plus à Denver, donc c'est toujours un avantage énorme pour l'équipe qui reçoit d'être déjà habituée à l'altitude et au manque d'oxygène. Et en fait, je pense que Denver a quand même commencé trop lentement, un peu les pieds dans la boue quelque part, et finalement c'est les Lakers qui ont imposé leur rythme tout de suite. Mais ce que tu dis sur les Nuggets, c'est trop vrai. Et c'est la force que je trouve dans cette équipe, c'est qu'elle ne panique jamais, quoi. Ils étaient à moins 14 ou je sais plus à combien est monté l'écart à un moment. Ils étaient sereins et ils sont revenus petit à petit. Et au bout du compte, c'est effectivement... Les Lakers n'avaient pas les armes pour rivaliser avec Denver. Et alors, les deux stars de Los Angeles se sont montrés à leur avantage. 32 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 contre, 12 sur 23 au tir pour Anthony Davis. 27 points, 6 rebonds, 8 passes pour LeBron. Mais ce qui était impressionnant, mais 7 balles perdues aussi pour LeBron, c'est quand dans le quatrième quart-temps,
LeBron était méconnaissable. Il Ouais, a on l'a pas vu. quasiment pas pris de tir. Ouais. Et à un moment même, je pense qu'au bout du compte, il était cramé parce que il prend 2 tirs tout à la fin, je crois, du carton, si je Mm. me trompe pas. Mais à un moment, je me suis même demandé, parce que la tendance était déjà inversée, et j'ai trouvé qu'il y avait de la frustration parfois dans le comportement, le body language de LeBron, on le voit à un moment râler après un coéquipier qui n'a pas attrapé la balle, Ouais. des choses qu'on le voit relativement rarement, enfin assez rarement faire. Et à un moment, je me suis demandé si il pouvait plus ou s'il voulait pas en fait. Parce que Mm. c'était très surprenant. Tu sais, la balle venait, boum, tu sais, il la Ouais. redonnait tout de suite, il fixait à peine, il essayait de donner une balle en dessous, alors que le match était encore potentiellement à prendre. Alors, est-ce que c'est la fatigue? Je pense qu'au bout du compte, c'est la fatigue, mais à un moment, je me suis demandé s'il n'était pas un peu en train de faire comme. On a déjà vu des stars faire ça, hein. Je me rappelle de Kobe refuser de prendre le moindre tir parce qu'il était vexé du comportement de Je ses savais que tu coéquipiers. citerais Kobe, ouais, j'y pensais Bah, direct. c'était le plus spectaculaire parce que tu sais que si Ouais. Kobe il prenait pas de tir, c'était pas qu'il pouvait pas prendre de tir, c'est qu'il voulait pas prendre de Ouais, et tir. puis ça se voyait sur son visage, ça se voyait, tu vois, il mettait le masque du mec trop relou, qui voulait pas du tout. Là, LeBron il arrive un Exactement. peu à dissimuler, mais je suis d'accord, je l'ai vu cette frustration aussi. Je sais pas à quel point elle est liée à la fatigue. Il faut rappeler quand même que les Lakers sont, bon, mine de rien, ont joué un match de play-in. Alors ils l'ont dominé, mais LeBron a commencé fort le match, hein. Enfin, là pour le Très coup fort. physiquement, il avait aucun souci. Il était hyper tranchant. Il met 19 points en première mi-temps. Il était vraiment bien. Et pour l'instant, alors, j'ai pas d'explication sur sa baisse de régime à la fin. Est-ce qu'il s'est senti aussi impuissant peut-être parce que les Nuggets provoquent aussi ça chez les adversaires, c'est qu'ils sont tellement faciles offensivement, c'est fluide. À l'image de Jokic, c'est une équipe qui ne panique pas et peut-être que LeBron a senti que ce serait compliqué. Faudra voir si sur le reste de la série ce sera comme ça aussi, mais ouais, on l'a beaucoup moins vu et à nouveau Anthony Davis lui a été un peu irréprochable, je trouve, hein, en playoff. Il a Totalement irréprochable. Là, en plus, il a apporté offensivement tout ce que ouais. parfois on lui reproche de pas apporter. Là, il y a rien à dire, hein. Non, non, il est incroyable. Playoff Davis, c'est toujours assez impressionnant, mais pas suffisant. Ça fait 9 défaites de suite euh, contre Denver. Il y a un avantage psychologique qui est indéniable, hein. J'ai un petit peu souri parce qu'après, j'ai vu une quote de Darvin Ham qui disait qu'il avait d'autres options pour gêner Jokic qui voulait pas tout sortir dans le premier match. Bon courage, Ah, bah, je suis curieux de voir les autres options parce que là, j'en ai vu aucune de toute façon, mais bon. Et ce serait voilà. bien, ce serait bien qu'il les sorte avant le quatrième, quoi. Quatrième, cinquième, s'il C'est veut, voilà. c'est ça, la petite stat qui fait mal. On sait que c'est deux équipes quand même qui reposent avant tout sur la qualité de jeu de leurs 5 majeurs. Du côté des Lakers, un seul joueur en sortie de banc a marqué. C'est Taurean Prince qui a signé 11 points, qui a été bon d'ailleurs. Sinon, aucun des remplaçants n'a marqué le moindre point du côté de Los Angeles. Donc ouais, ça va être très dur Ils cette vont série récupérer, pour les Lakers. je crois qu'ils vont récupérer Christian Wood au troisième match, c'est ce qui est prévu. Ça fait peut-être partie des options qu'évoquait Darwin Ham auxquelles il pense, mais Après, il jouait de je- manière. Il ouais. jouait pas non plus. Enfin, c'était pas un joueur sur qui Darvin Ham a beaucoup compté pendant la saison. Donc, Non, clairement. Non, non, c'est sûr. De toute façon, lui, c'est un mystère, hein. On en reparlera un jour, mais il, a- il aurait dû. Il a fait des passages assez incroyables. Pas aux Lakers, hein, avant, mais puis il est devenu un joueur totalement anodin. bah, c'est un mec qui est passé par la Hassan Whiteside Academy, donc c'est un petit peu ce type de mentalité. Allez, on va passer on va repasser dans la conférence Est. Il y avait le premier match aussi. Là aussi, j'étais curieux de voir ce match-là entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers. Un match qui a vraiment été intéressant de bout en bout, haletant même. Avant qu'on commence, donc oui, victoire de New York 111-104 face aux Sixers. Avant qu'on rentre dans le détail de ce match-là, moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans tous les matchs de ces playoffs, c'est la différence quand même, la manière dont les matchs ont été L'arbitrage, arbitrés. ouais. On sait que chaque année en playoff, ça siffle moins, mais cette année, j'ai l'impression que le gap était encore plus marqué que les années précédentes. Et tu voyais, tous les matchs que j'ai vus, tu voyais des joueurs qui étaient un peu dans l'incompréhension parfois après des Mhm. no-calls. Ouais, Et parfois même quand tu voyais la ralenti, des actions où il y avait clairement faute, quoi. Donc ouais, moi, je t'avoue que je préfère quand on laisse plus jouer qu'en saison ouais. régulière où il y a des coups de sifflet toutes les deux minutes. Par contre, j'ai vraiment eu l'impression que toute l'intégralité des équipes qui ont joué ce premier match des playoffs ont eu du mal quand même à s'adapter à cette manière de siffler si différente. Et limite, je me dis, mais faut qu'on siffle comme ça toute l'année en fait. Je trouve Je suis que ça n'a d'accord. pas vraiment de sens qu'il y ait deux manières de siffler, une pendant la saison régulière, une pendant les playoffs, parce qu'il y a quand même des choses, bah, tu es habitué, c'est comme un jeu de société en fait, tu joues en fonction des règles qui sont établies. Donc je trouve ça un peu dur de demander aux joueurs de s'adapter à ce point à un changement d'arbitrage. Donc j'espère que Ouais. à l'avenir on restera sur ce mode de sifflet tout du long.
Mais ils avaient un peu commencé à siffler comme ça, quand même, sur la fin de saison, avec la volonté de réduire le Ouais, scoring, tu vois, et ça avait plutôt marché. Et là, sur les 4 matchs de la nuit, toutes les équipes qui ont perdu ont marqué moins de 98 points. Tu vois, ils sont toujours sous les 100 points. Et le plus haut total, c'est Boston, dont on parlera tout à l'heure, 114. On est loin de. Tu vois, à un moment, il y avait des nuits en NBA pendant la saison régulière. Tout le monde était à 125, bien sûr. 130. Il y avait du 140 sans prolongation. Enfin, donc là, je suis d'accord. Moi, je préfère 10 fois ça. Ça peut être frustrant pour les joueurs parce qu'il y a le temps d'adaptation, mais c'est tellement plus intéressant à regarder. Enfin, on passe pas notre temps sur la ligne. Il y a du contact, de l'intensité. Ça donne un tout autre rythme au match. Il y a des équipes qui le vivent moins bien que d'autres, clairement. Et il faut qu'elles s'adaptent. Mais moi, sur le spectacle global, je préfère 10 fois. Ça ressemble un peu plus à, pour faire l'ancien, au basket qu'on aimait bien, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça redonne un peu plus d'importance à chaque panier marqué. Et là, ce match, il y avait un peu de ça Particulièrement. quand même, Ouais. parce que c'était un vrai match de conférence Est, un petit peu à l'ancienne, entre Mm. guillemets. Euh, est-ce que. Oui, je sais pas, est-ce que tu as été surpris tout d'abord que New York arrive à s'imposer finalement à domicile? Non, pas du tout. Mes Knicks sont très, très performants à domicile. Je les voyais bien. Moi, je les vois gagner la série. Donc, à partir de là, avec ou sans Embiid, je les voyais gagner la série. Donc, le début de match a été compliqué pour eux. Les Sixers sont très bien rentrés dedans. Et puis, ce que je retiens, c'est qu'on a encore paniqué pour Joel Embiid sur quand il retombe et il donne l'impression de s'être explosé le genou. Il a le regard dans le vide, l'œil droit qui clignote tout seul. Enfin, c'est très bizarre. Qui cligne, pardon. Clignote, Euh, ça correspondait qui bien à la clignote. situation. J'aime bien Mais, clignote. mais si vous n'avez pas vu, il y a un gros plan sur lui Ouais, c'est assez dingue. quand il est allongé. Il n'y a que l'œil droit qui cligne comme ça. Mm. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, on avait vraiment cru qu'il s'était explosé le genou à nouveau. Et ça montre la fragilité des Sixers. Enfin, avec Embiid, c'est une équipe incroyable, enfin, extrêmement dangereuse, performante. Et c'est sur un fil avec lui, dès qu'on est en crainte d'une blessure, c'est compliqué. Et même avec son retour après cette frayeur, les Knicks ont été au-dessus. Ils ont été au-dessus dans l'intensité. Tu vois, l'impact de Josh Hart, de Miles McBride, c'est une super bonne surprise sur cette deuxième partie de saison. Pas une trouvaille parce qu'il était déjà dans l'effectif, mais la responsabilisation que lui a apporté Thibodeau, elle est vraiment payante pour les Knicks. Il met 21 points dans ce match. Josh Hart en met 22 avec encore 13 rebonds pour un arrière. C'est assez incroyable. Et les Knicks ont été suffisamment tenaces pour prendre le dessus dans le quatrième quart-temps, faire la différence au moment où ça comptait, où les Sixers, eux, tiraient la langue. Et voilà, le banc aussi a été plutôt bon, 42 points. Et les Sixers, je suis un peu inquiet parce que je focus un peu trop sur Embiid peut-être, mais j'ai peur pour lui, je le sens sur un fil. C'est-à-dire il est bon, hein, c'est Joel Embiid, il va faire des différences, il attire l'attention, il va provoquer des choses, mais j'ai peur qu'il se blesse, quoi. C'est terrible. Ben, hier, il a malgré tout été. Enfin, avant-hier, il a malgré tout été très bon. 29 points, 8 rebonds, 6 passes, dont une passe magnifique en sortie de dribble. Ouais. Incroyable. Franchement, je pensais pas du tout. Autant on sait qu'il a progressé à la passe, je pensais pas du tout qu'il avait la capacité de lâcher une passe comme ça en mouvement, avec un rebond au sol. Passe incroyable, Ouais, vraiment magnifique. magnifique. Mais oui, son impact en deuxième mi-temps, c'était pas le même Joel Embiid en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Un petit peu agacé, j'ai mis une session sur Basket Session en demandant si son dunk contre la planche, sa team-up contre la planche, l'action sur laquelle il se fait mal au genou, c'était Ouais. pas l'action la plus stupide de cette première journée des playoffs. Je continue de pas comprendre pourquoi tu tentes un truc pareil quand tu as des problèmes à répétition de physique et que tu reviens tout juste d'une blessure au genou. Je comprends pas du tout la logique parce qu'en fait, il y a vraiment eu deux visages malgré tout de cette Ouais. équipe des Sixers en première mi-temps, deuxième mi-temps. Et tu parlais de Josh Hart et des efforts et du cœur des Knicks. Il y a une stat qui est très simple qui explique tout le résultat du match. C'est la stat au rebond. 33 rebonds pour les Sixers, 55 pour les Knicks, 23 rebonds offensifs. Ouais. Donc c'est comme ça que tu sors d'un match où Jalen Brunson touche le sol touche le sol, je veux dire, redescend sur terre Ouais. plutôt en finissant à 8 sur 26 au tir. Ils sont allés chercher 23 rebonds offensifs. C'est juste des mathématiques en fait. T'as beau être moins adroit dans les tirs de champ, ils ont été adroits à 3 points avec 45% de leurs tirs à 3 points, mais se sont offerts tellement de deuxième chance
que Philadelphie n'avait pas les armes pour s'imposer dans ce match-là. Et c'est intéressant quand même de voir Deuce McBride effectivement sortir ce match, tu l'as dit, 21 points, 3 rebonds, 4 passes en sortie de banc à 7 sur 12 au tir. Je crois que c'est Jalen Brunson même qui a expliqué à la fin, on lui demande Ouais. comment vous avez pris ce match, il a dit c'est simple, Deuce Il McBride. a juste dit Deuce McBride, ouais. Voilà. C'est la raison. Mais il a pas tort. McBride, il est aussi dans cette identité donc t'évoques là, de prendre l'air bon, être à l'arraché surtout. Les Knicks pour les sortir d'une série, quelle que soit l'équipe en face, hein, même si c'est Boston à un moment, personne va se promener contre cette équipe-là, peu importe qui manque. Ils seront là dans le combat. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc Philadelphie qui est sur un fil, avec son joueur majeur sur un fil, c'est sûr que ça finit par des matchs comme ça, hein. C'est clair. Et puis on peut comparer l'impact du banc aussi. Entre les deux bancs, 7 points inscrits par le banc des Sixers, 42 inscrits par le banc des Knicks. Ouais. Voilà, les Knicks avaient tout simplement plus de... Voilà, je pense que les Sixers avaient le meilleur joueur, Joel Embiid en première mi-temps en tout cas, avec Tyrese Maxey qui a fait un très bon match aussi. Ouais. Je crois qu'on l'a même pas On n'a pas mentionné, t'as raison. encore. 33 Mais ouais, points, 33 points, 2 rebonds, 4 passes, 14 sur 26, et vraiment qui a su aller imposer un rythme parfois haletant, en partant comme il sait très bien le faire, je veux dire, en accélérant en un claquement de doigts, il a vraiment été très bon. Mais voilà, les Sixers avaient le meilleur joueur en Joel Embiid, mais les Knicks avaient la meilleure équipe. clairement. Allez, on enchaîne avec un autre match qui avait, là aussi, j'ai l'impression que de toute façon, j'avais hâte de voir tous les matchs de ces playoffs. Je te cache pas que j'en pouvais plus, mais c'est le premier match entre les Wolves et les Suns. Ouais. Victoire impressionnante de Minnesota, 120-95 contre Phoenix. Pour moi, ce résultat, c'est la plus grosse surprise de cette première journée des playoffs. Je pensais que les enseignements de la saison régulière étaient quand même parlants et que c'était le pire match-up, que Phoenix était le pire match-up pour Minnesota. J'avais totalement tort, en tout cas sur ce premier match, totalement tort. Minnesota a pas tremblé avec un Rudy Gobert qui a été, moi j'ai trouvé extraordinaire dans la dissuasion, le nombre de tirs qu'il affecte sans même contrer, sans même toucher le ballon. C'était ce match-là, c'était limite, tu sais, si tu devais faire prendre un match type pour montrer aux gens l'impact de Rudy Gobert sur un match, ce match-là était parfait. Donc victoire dominatrice et impressionnante des Wolves qui ont marché sur les Suns. Ouais, bah c'est le match parfait pour Minnesota. C'est-à-dire que je les ai trouvés impressionnants défensivement, à l'image de ce qu'ils ont fait de mieux durant la saison. Au moment où ils étaient assez facilement en tête de l'Ouest, la défense était leur base. Et puis, on ne l'a pas encore mentionné, mais quel match d'Anthony Edwards. Enfin, Ouais. voilà, le hit check, à un moment, là, il rentrait tout. Les petits défis avec Kevin Durant, qui est son joueur préféré. Parce que KD a fait plutôt un bon match aussi. Enfin, il a quand même tenu l'équipe sur ses épaules, alors que Booker était en difficulté et que le reste de l'équipe n'était pas non plus dans un très très grand soir. Anthony Edwards, les tirs qu'il met, la fluidité athlétique, tout, il y a tout qui était impressionnant chez lui. 33 points il met, donc ça paraît pas incroyable, mais le coup de chaud qu'il a eu, c'était un comportement de patron, de franchise player, de superstar. Il répond présent dès le premier match, il s'est comporté comme tel. Moi, ça m'a bluffé. Puis j'ai vraiment aimé ce qu'il dégageait. Tu vois, il y a ce qu'il avait, le rendement qu'il a eu sur le terrain, mais ce qu'il dégageait, c'était vraiment une aura de superstar. Et KD en rigolait. Quand il se chauffait, il s'envoyait des pics, il se défiait sur des séquences. C'était fort. Alors, Edwards n'était pas tout seul. Hein, tu as raison, Rudy a fait un très très bon match. Gros double-double, 14 points, 16 rebonds, 2 passes, 0 contre. Je vois ça, j'avais pas vu. En tout cas, bref, ça n'a pas. Il n'y a pas eu besoin. Voilà, pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Et c'était marrant. Du coup, là, au Grand Rex, c'était le deuxième match du soir. Et je crois que d'ailleurs, ça lui a été montré par un journaliste local parce que Rudy n'est pas sur les réseaux pendant les playoffs. Mais c'est vrai que toute la salle était très, très. L'a beaucoup encouragé. Ça scandait des MVP. Ça m'a presque surpris parce que quand on parle du cas Rudy, on a souvent dit aussi qu'en France, il n'avait peut-être pas toujours le soutien ou la cote de popularité qu'il mérite. Là, du coup, je me suis dit que finalement, il était quand même plutôt très apprécié et son match a été assez apprécié. Alors, Kat, on en discutait tous les deux pendant le match à un moment, mais les Wolves ont creusé l'écart quand Kat n'était pas sur le terrain. Donc, les stats disent quelque chose, c'est-à-dire qu'il met 19 points, il était bon en début de match. Mais il y a toujours ces 2-3 séquences qui te font péter un câble. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Que ce soit des fautes incompréhensibles, des choix. Souvent des fautes, ouais. Ouais, donc il n'est pas, comment dire, ça n'a pas été un handicap, mais tu as l'impression que c'est sans lui que se fait le gros run.
je veux pas lui jeter la pierre. Il a été utile et il va être encore utile dans la série, mais faut qu'il enlève ces lacunes-là. C'est pas possible parce que les Wolves peuvent pas se permettre d'avoir ces trucs-là et qui peuvent leur faire perdre des matchs. Là, Phoenix était vraiment pas dans un bon jour. Nurkic a fait un match, je trouve, très très mauvais. Booker a fait des choix curieux. Bill était pas mal, notamment en première mi-temps, je trouve. Mais ouais, je reste sur mon impression de Phoenix, en fait. C'est individuellement, tu regardes, voilà, KD va faire des séquences incroyables. Tu te dis non, mais c'est toujours le meilleur attaquant du monde. Il shoot au-dessus de qui il veut. Booker de temps en temps va aussi être bon, mais collectivement, je vois pas de dynamique, de cohésion. Il y a personne là, à part le Big Three derrière, c'est compliqué. Grayson Allen a fait un match apocalyptique aussi. J'ai toujours la même impression. Phoenix me surprend pas en fait. C'est pour ça que le résultat m'a en soi pas tant surpris que ça, parce que Minnesota a été fidèle a vraiment montré son meilleur visage. C'est la meilleure version possible de Minnesota. Et Phoenix, donc c'est pas la meilleure version, mais c'est peut-être pas la pire. C'est ça aussi le pire, mais c'est pas une équipe qui inspire confiance collectivement. Bah, c'est fou parce qu'en fait, j'ai aucune confiance dans les Suns, mais j'avais vraiment l'impression que c'était pas le bon match-up pour Minnesota. Et en Mhm. fait, je suis ravi de m'être trompé parce que, voilà, on en parlait la semaine dernière. C'est une équipe qui a été longtemps, même à un moment, en tête de la conférence Est. Je suis content quand même pour tout le travail effectué par cette équipe, parce qu'elle développe cette année, enfin, depuis les playoffs de l'an dernier, finalement. J'ai l'impression depuis. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a cliqué au moment de la série de playoffs face aux Nuggets et Ouais. qui a poursuivi jusqu'à maintenant. Et je trouve ça vraiment chouette. Mais t'as raison, parce qu'en fait, du côté des Suns, tu vois, il n'y avait aucun fond de jeu. En fait, il n'y avait pas de fond de jeu. KD, ouais, mais il finit à 31 points, 7 rebonds. Mais finalement, c'est 31 points un peu isolés. Ah, Booker c'est a ISO, pas que du tout. ISO. Voilà. Ouais. Booker a pas du tout pesé sur le match. Et pour revenir sur Karl Anthony Towns, j'ai trouvé que Chris Finch avait très bien géré, en fait. Parce qu'il le fait jouer 27 minutes. Mm. Et limite, c'est. Tu sais, j'ai l'impression que Kat, c'est un petit peu comme. Souvent, on en rigole entre nous, on dit si tu veux être le meilleur sixième homme de l'année, c'est tout le temps l'énorme croqueur qui défend pas, qui sort du banc et qui va Ah, c'est mettre des 4. points, tu sais, genre en façon macro-wave Vinnie Johnson, même s'il défendait plus que les sixièmes hommes qui l'ont suivi. J'ai l'impression que Karl Anthony Towns. J'essaie de dire ça de manière respectueuse, mais c'est un peu ça en version All-Star, quoi. C'est ça. Il faut que tu le fasses jouer. S'il est bon, il est bon. Mais dès que tu vois que ça commence à partir en vrille, que tu le sortes et que tu mettes quelqu'un d'autre et qu'après, que tu t'en serves avec parcimonie, quelque part, quoi. Nasrid inspire beaucoup plus confiance, honnêtement. Il est très fort, vraiment très bon, Nasrid. Parce qu'il est capable de faire des actions d'intérieur classiques, avec de la bonne défense, des paniers où il va rouler au cercle et il va dunker, mais il y a aussi du shoot extérieur. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment, il fait un drive, il se passe ce ballon derrière dans le Oui, dos et oui. il claque. Enfin, il sait faire tellement de choses, ce mec, que bah, ça apporte une certaine stabilité. Et c'est pas, je pense pas que c'est manquer de respect à Kat, hein. C'est-à-dire qu'il a le talent d'un All-Star, le talent offensif, il est. Enfin, sa première mi-temps, on le voit bien, il provoque des fautes, enfin, il va sur la ligne, il met des paniers techniquement superbes pour un intérieur, mais sur l'ensemble, la panoplie totale, oui, il serait effectivement meilleur dans ce rôle-là, et c'est peut-être comme ça qu'il va être utilisé cette saison, et c'est très bien. Parce que si c'est lui, ton mec qui joue entre 20 et 27 minutes, et que le reste, et qu'il est là pour apporter ça, c'est un plus énorme quand même. Il peut être un plus énorme pour une équipe quand il est dans ce rôle-là. Absolument. Faut pas que ce soit la première option d'une équipe, tout simplement. Et là, ça ne Mm. l'est pas. Avec la montée en puissance d'Anthony Edwards, qui est indiscutable, et autour des joueurs qui. Tu as du Conley, du Nasri, de Rudy en attaque sur un registre plus limité, mais qui est quand même là, qui met ses points. C'est le schéma parfait et qui a bien fonctionné pour Minnesota tout au long de la saison. Et c'est ça qui peut, je pense, aussi leur faire gagner cette série. Bah, totalement d'accord. Tu fais bien de souligner l'apport de Nasrid, donc qui a joué que 19 minutes. Il finit avec 12 points, plus-minus, plus 22. Karl Anthony Towns, dans le même temps, moins 2. Mm. Donc voilà, on sait que ça veut pas tout dire, hein, cette stat-là, mais sur ce match-là, c'était vraiment très parlant. Ouais. Allez, on enchaîne toujours dans la conférence Ouest. Victoire 94-92 du Thunder face aux Pelicans. Ouais. Les Pelicans qui ont à nouveau montré un beau visage. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais les Pelicans qui sont sortis donc victorieux de leur deuxième match de play-in pour se qualifier pour les playoffs. Même chose pour le Heat de l'autre côté dont on parlera tout à l'heure. Et les Pelicans qui ont encore une fois montré un beau visage sans Zion Williamson et qui ont embêté le Thunder longtemps et quand même pu repartir avec la victoire. À la fin, CJ McCollum a un tir au buzzer, alors très contesté de loin, mais pas du tout. Enfin, ça aurait pas été impossible qu'il le réussisse malgré tout, donc ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Ouais, les Pelicans ont été vaillants, ils n'ont pas à rougir du tout de la prestation. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'embêter OKC. Par contre, j'ai l'impression qu'OKC là avait un peu le syndrome de l'équipe qui
qui a un peu de pression. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais joué les playoffs. Donc, c'était un premier match de rodage, j'ai l'impression, pour eux. Et même ça, ils ont quand même réussi à passer outre à la fin, notamment parce que leur leader, Shai Gilgeous-Alexander, a un flegme incroyable et qu'il était capable de mettre le panier avec la faute qui leur a permis de passer devant à 30 secondes de la fin. Il y avait 90-90 et il allait réussir le panier, puis mettre le lancer derrière et ça a suffi. C'était une rencontre, tu as raison, serrée. Les deux équipes finissent tous les 100 points, donc on est dans ce registre-là encore de matchs plus défensifs. Il y a eu une nervosité, c'était intéressant. Les Pelicans, ils perdent que 2 points. Ils ont pourtant été ultra maladroits quand même. Leur match, ils shootent à 38%. Les deux McCollum et Ingram qu'on attendait au tournant parce qu'il n'y avait pas Zion, ils n'ont pas fait un match offensivement incroyable. 14 sur 39 en combiné pour les deux. Mais l'équipe s'est accrochée. L'équipe a eu cette combativité qui aurait pu leur permettre de prendre le match. Je trouve que sur le tir de McCollum à la fin, une bonne défense quand même de Cason Wallace qui a réussi à lui éviter de se mettre dans une position plus favorable. Parce que son tir, il le prend quand même en semi-déséquilibre au bout de. Ouais, complètement. Voilà. Donc ça aurait pu rentrer. Et d'ailleurs, c'est pas passé loin de rentrer. Et si les Pelicans gagnaient au buzzer, ça aurait été un petit exploit. Au final, OKC, je pense s'est donné confiance là en se disant c'est pas notre meilleur match, on n'a pas montré notre meilleur visage, mais on l'a pris. Et petit à petit, on va gagner en confiance. C'est comme ça que je vois le truc. Je disais, il y a pas mal de joueurs qui ont fait leur premier match de playoff, Chet Holmgren notamment. Lui a été plutôt bon. 15 points, 11 rebonds, 5 contre, donc il a apporté ce qu'on attend de lui. Jalen Williams, 19 points, 7 rebonds, 4 passes. C'est aussi plutôt un bon premier match de playoff. Mais voilà, je pense que le Thunder s'est évité quelques maux de tête et que là, petit à petit, on va les voir plus à leur avantage dans la série. Ouais, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Thunder donc, a pas réalisé un match de rêve, c'est vraiment accroché sur sa défense. C'est en défense qu'ils sont allés chercher ce match-là en Ouais. réussissant à vraiment faire chuter les pourcentages de réussite de l'adversaire. Je souligne quand même le match monstrueux de Jonas Valanciunas au rebond, 13 points, 20 rebonds, Ouais. dont 9 offensifs. Donc énorme match de Valanciunas dans la raquette. Je pense que il s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là, vu Mm. l'effectif un peu léger entre guillemets en termes de kilos en tout cas Ouais. du Thunder dans la raquette. Belle victoire et puis chez Gilgeous-Alexander qui finit à 28 points, 6 rebonds, 4 passes. Là encore pas vraiment son rendement habituel, mais malgré tout clutch sur la fin comme tu le C'est soulignais pour tout à ça, l'heure. ouais. C'est ça, je pense qu'il faut se dire que OKC, j'ai l'impression que c'est vraiment leur plancher et qu'on les verra pas moins bons que ça sur cette série. Et peut-être, je l'espère pour eux, sur la suite des playoffs. Allez, on va finir avec les deux derniers matchs. On va aller un petit peu plus vite. C'est vrai qu'on a fait long aujourd'hui, mais bon, c'était C'est normal. c'est tellement kiffant d'être en playoff. Belle victoire des Cavs, 97-83 face à Orlando. Là, encore une fois, la logique de l'équipe qui recevait, l'équipe qui recevait à gagner, la logique a Ouais. été respectée. J'ai trouvé ton Orlando Magic, Shai, Ah, embêté, notamment en attaque. Je trouve qu'il y a très peu de liants. Là aussi, offensivement, je les avais rarement vus aussi. Ouais, l'impression qu'ils jouaient voilà, avec les pieds dans la bouche, je leur dis encore une fois, parce que c'est l'impression que ça m'a donné. Pas trop savoir par quel moyen, par quel angle prendre les choses. Parfois un spacing catastrophique sur certaines actions. Qu'est-ce que tu as vu, toi? J'ai vu, je vais le dire tel quel, j'ai vu une purge, deux équipes, parce que le Magic, c'est l'équipe qui a pris le mur des playoffs en pleine poire, et c'est pas anormal. Ils ont découvert ce qu'était l'intensité de playoffs, le fait que quand tu as déjà quelques difficultés en attaque en saison régulière, tu les retrouves x 10 en playoffs contre une équipe qui est pas mauvaise du tout défensivement. Mais les Cavs m'ont pas beaucoup rassuré non plus, hein, honnêtement. Il y a eu des phases où ça shootait n'importe comment, beaucoup de maladresse. Au final, quand tu as un joueur un peu transcendant comme Donovan Mitchell, ça a fait la différence. Parce que lui, pour le coup, il connaît les playoffs. C'est la star de l'équipe. Quand le match s'est resserré, c'est lui qui a mis des paniers importants, qui a provoqué des fautes. Enfin, pour moi, c'est vraiment lui qui change la dynamique, qui rend le match facile à Cleveland. Et Orlando, bah oui, enfin, c'était, c'était compliqué. Banchero a mis du temps à se mettre dedans, Wagner aussi. Derrière, il n'y a pas eu beaucoup d'apports des autres. On a voilà, plein de joueurs qui ont pris ce mur des playoffs, la réalité d'un premier match. Faut voir sur la suite. Je pense que ils vont réussir à s'adapter, à adapter leur niveau d'intensité. Les limites en attaque, elles sont là. Enfin, je veux dire, on les découvre pas. Par contre, est-ce qu'ils arriveront peut-être à tabler sur leur force, sur leur qualité défensive, leur collectif, leur agressivité.
J'ai encore bien aimé Jalen Suggs qui plongeait dans les jambes pour arracher des Ouais, il était ballons. bon. Ça, Ouais. voilà. Donc les forces sont là, les ingrédients sont là. Faut maintenant que j'allais dire la rouille, mais c'est pas ça. C'est l'inexpérience en playoff. Là, ça y est, il faut l'oublier. Il y a un match qui est passé. Il faut oublier ça et passer au match suivant. Les Cavs m'ont pas impressionné au point de me dire la série est fichue. Je pense qu'il y a quand même un coup à jouer pour le Magic. Ouais, 9 balles perdues pour Paolo Banchero qui Ouais. disputait donc son premier match de playoff, c'est assez compréhensible. Par contre, dans les signaux plutôt intéressants du côté des Cavs, Cleveland qui s'était fait détruire au rebond par New York l'an dernier, on se Ouais. rappelle, ça avait été une des grandes clés de la série. Là, a été ultra dominateur, 18 rebonds pour Jarrett Allen, 11 rebonds pour Evan Mobley, ils ont gagné la bataille du rebond 54-40. Donc ça, c'est plutôt positif du côté de Cleveland, même si je te l'accorde, je ne sais pas si c'était la pression du premier match ou autre, c'était pas non plus hyper fluide. Juste une petite donnée à noter, Darius Garland à surveiller quand même, parce qu'à un moment il sort, il se fait masser le Ouais. dos pendant le match, il revient, tu sens que dès qu'il en a l'occasion, il essaie de s'étirer un petit peu le dos. J'ai l'impression que il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Et il est important, hein, parce que lui, pareil, c'est un dynamiteur, il change le rythme des rencontres. Il l'a fait il a aussi sur quelques séquences dans ce game 1 contre le Magic. Les Cavs toute la saison, ils ont été sur un fil à devoir gérer les blessures des uns des autres. Ils n'arrivent pas en playoff dans un contexte non plus idyllique. J'ai bien aimé quand même le match d'Evan Mobley. Défensivement, j'avais un peu oublié à quel point il pouvait être fort. Je trouvais qu'il a très bien défendu sur Banchero la plupart du temps et sur les autres qu'il a eu dans sa zone. Donc, bon, j'espère surtout qu'on va avoir des matchs plus fluides et plus beaux sur la suite de la série, parce que si c'est comme ça tout du long, ça va être un peu long. Ouais, les derniers matchs donc, de ce week-end fort en émotion. Victoire 114-94 des Celtics face au Miami Heat, donc qui a réussi à choper le huitième spot pour ses playoffs. Le score final ne reflète pas tant que ça finalement la domination monstrueuse qu'il y a eu dans ce match Ouais. du côté de Boston. Le Heat toujours privé de Jimmy Butler, vous le savez, toujours privé également de Terry Rozier. Est-ce que Duncan Robinson a joué aussi? Duncan Robinson a joué 15 minutes. Ouais. Bref, énorme performance des Celtics, notamment à 3 points, où ils ont battu un record, si je ne me trompe pas, Shai. Ils ont égalé leur meilleure performance all-time à 3 points en playoff. 22 paniers primés, si je dis pas de bêtises. C'était 22, je crois. Je te dis ça tout de suite. Oui, Ouais, 22 c'était sur le box 49. score. Ouais, C'est ça. 22. Ils se sont baladés. Ils ont même pas. C'est pour ça que je me dis même pas que c'est une énorme performance. J'ai l'impression qu'ils étaient sur leur rythme de croisière et que ça a suffi à dominer le Heat qui l'a kiffé avec ses moyens. Parce que si tu regardes, donc Tatum fait son premier triple-double en carrière en playoff, 23 points, 10 rebonds, 10 passes. Mais le reste, ça a été une promenade. Ils ont alterné un peu, un coup d'Eric White, un coup Porzingis, un coup Jaylen Brown. Il y a eu combien? Il y a eu 32 points d'avance en tout début de quatrième, et je crois qu'ils prennent 34 à un moment. Mais après, ils se sont relâchés, ils sont pas plus fatigués que ça. C'est les Celtics qu'on attendait, largement supérieurs collectivement, individuellement. Et c'est forcément frustrant de ne pas voir le hit avec Butler pour se rendre compte de ce qu'ils auraient peut-être pu faire. Je dis pas qu'ils auraient gagné le game 1, mais au moins il y aurait eu un peu plus le combat aurait été un peu plus intéressant. C'est une équipe qui rendra pas les armes comme ça, hein. Ils vont pas, il y aura peut-être un sweep, mais ce sera pas sans se bagarrer. Je pense que Spoelstra va chercher quelques options intéressantes pour rendre la série au moins un peu divertissante. Alors j'espère que ce sera pas celle qu'on a un peu vu poindre à un moment. J'ai eu l'impression qu'il avait donné pour mission d'exploser la tronche de Jason Tatum. Je sais pas si tu as vu, mais il y a eu un temps mort qui a été très court, et derrière, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient tous lui exploser la tête. Donc j'espère que c'est pas la consigne. Mais voilà, j'ai malheureusement peu d'espoir pour Miami dans ce contexte-là. Ouais, je crois qu'il y a un autre record, c'est que c'est la première fois dans un match de playoff que tous les joueurs qui sont rentrés sur le terrain pour une équipe marquent au moins un tir à 3 points. J'ai vu passer ça, c'était le cas pour Boston, où les 8 joueurs qui sont rentrés en jeu ont tous mis au moins un tir à 3 points. Du côté du 8, quand même, beau match, dans la difficulté de Bam Adebayo, 24 points, 6 rebonds, 3 passes, qui a tenu son rang. Emi Akes qui finit avec 16 points de son côté, à 8 sur 16 au tir. Miami, tout simplement trop diminué, je pense. On va pas revenir plus en longueur sur ce match, on a déjà fait long dans ce CQFR. Les playoffs, ça continue ce soir, 3 matchs au programme ce soir. Yes. On a fait vraiment long, mais on avait envie de revenir sur toutes les séries de cette première journée de playoffs ce matin. Cet après-midi,
Il y aura aussi un podcast, voilà, on va enregistrer un podcast cet après-midi que vous pourrez retrouver en fin de journée sur nos différentes chaînes et sur les différentes plateformes de streaming. On espère que vous avez kiffé en tout cas le début des playoffs autant que nous, et puis on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.